Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. L'actualité nationale et internationale qui reste marquée par le funérailles de la reine Elisabeth d'Angleterre. Le funérailles de la reine Elisabeth II sont célébrés donc ce lundi à Londres. De nombreux dirigeants sont venus du monde entier pour assister à cet événement qui se déroule sous haute sécurité. Plus de 10 000 policiers épaulés par des agents venus de tous les pays et des membres de forces armées sont mobilisés dans la capitale pour donc assurer la sécurité de ces différents dignitaires. Des centaines de chefs d'État donc ont fait les déplacements de Londres. Parmi ces chefs d'État, il y a le président rwandais Paul Kagame. Et puis les pays membres du marché commun des pays d'Afrique orientale et australe, COMESA en sigle, sont réunis à Kigali pour examiner ensemble comment mettre en place des mesures de normalisation régissant le matériel de production d'énergie solaire afin d'accroître le nombre des ménages ayant accès donc à l'électricité à l'aide des panneaux solaires. Le détail avec Ouababieyi Jeannette. Par l'intermédiaire du projet RIF, dont l'objectif est d'aider les 21 pays membres du COMESA à avoir accès aux infrastructures, une recherche a été menée pour voir comment accroître l'électricité produite à l'aide des panneaux solaires et d'autres énergies renouvelables. Cependant, il a été constaté que certains matériels pour la production de l'énergie solaire ne remplissent pas les normes et les standards techniques nécessaires et que tous les pays n'ont pas encore mis en place une législation fiscale qui accorde des facilités à ceux qui importent ce matériel. C'est dans ce cadre que la Banque mondiale a consacré au marché commun des pays d'Afrique orientale et australe, COMESA, un soutien financier de 10 millions de dollars américains afin d'aider les pays membres à modifier la législation et les instructions régissant les énergies renouvelables et pour mettre en place des mesures de normalisation pour que les citoyens puissent avoir ce matériel à des tarifs abordables. En fait, c'est pour dire, quand vous achetez tel produit solaire, voici les standards qu'il doit remplir, en si peu de mots. Essayons d'avoir des produits de qualité, parce qu'il y en a d'autres que vous allez aussi trouver qui ne sont pas du tout de bonne qualité. Et ça permet aussi à ici l'agence de normalisation, Rwanda Standard Bureau, RSB, une fois que ça a été adopté, ils peuvent maintenant dire vos produits peuvent entrer sur le marché ou vos produits ne peuvent pas entrer sur le marché. C'est comme les médicaments en fait. Mais alors si c'était au niveau du tarif, on s'est rendu aussi comme si tu veux développer le secteur de l'énergie solaire par exemple, quels sont si tu veux le développer, il y a un effort aussi que le gouvernement peut faire. Est-ce qu'on peut réduire la taxe par exemple sur ces produits-là pour essayer de favoriser leur développement dans le pays? Alors quels sont les tarifs qu'il faudrait faire comparé avec d'autres pays? Est-ce qu'on peut appliquer la même chose, même pour essayer de les avoir et divulguer? Par l'intermédiaire de la Banque commerciale du COMESA, la Banque mondiale va disponibiliser une enveloppe de 400 millions de dollars qui sera accordée à faible taux d'intérêt aux acteurs du secteur privé qui veulent investir dans les énergies renouvelables. Le ministère de la Santé indique que le renforcement des capacités, la présence des experts en matière d'aide d'urgence vont aider le Rwanda à faire face aux catastrophes et aux pandémies qui surviennent inopinément. Le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé sont en fait en train d'examiner différents moyens permettant de prévenir à temps les catastrophes. Le détail avec Kassim Issouf. Le Rwanda est parmi les pays qui ont affiché une forte détermination dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cependant, le Rwanda, comme différents autres pays, surtout en Afrique, ont montré qu'ils ont une faible capacité pour prévenir à temps les catastrophes naturelles. L'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec le ministère de la Santé, ont organisé ce lundi un atelier afin d'échanger sur le projet qui vise le renforcement des capacités de ce ministère et ses partenaires en matière de lutte contre les catastrophes. La branche rwandaise de l'OMS indique que ce projet vient renforcer ce qui a déjà été fait dans la prévention contre les catastrophes naturelles. And this initiative wants to build on the system that's in place. Ce projet vise à s'appuyer sur les réalisations existantes
non pas à apporter de nouvelles choses, mais à voir quelle est la capacité qu'il y a dans le pays, quelles sont les lacunes présentes, quels sont les obstacles auxquels les organes sanitaires sont-ils confrontés, et alors commencer par là. Ce projet consiste premièrement à renforcer l'immunité face aux catastrophes, d'être toujours prêt. Deuxièmement, il s'agit de suivre et de connaître rapidement les informations des personnes et enfin pouvoir faire face et vaincre le problème. Et cette lutte concerne tout le monde et l'organisation doit être solide. But we have to have the systems, and those systems includes vehicles, it includes, so we have to make sure that the systems are in place. Le ministère de la Santé indique que ce projet va l'aider à renforcer ses capacités dans la lutte contre les catastrophes et accroître le nombre des prestataires de services et les places où les services seront délivrés. Comme vous le savez, nous avons vécu la pandémie de Covid-19 pendant 2 ans et elle nous a prouvé que nous avons peu de capacité à faire face aux catastrophes. En termes de personnel, vous avez constaté que nous avons sollicité l'aide du personnel non soignant, notamment des volontaires et des militaires. Les Nations Unies sont donc en train d'aider les pays, en particulier ceux d'Afrique, à faire une rétrospection et voir comment ils sont préparés à faire face aux catastrophes et ainsi qu'ils procèdent au renforcement des capacités, qu'il y ait des gens formés qui sont toujours prêts à intervenir chaque fois que nécessaire. C'est un processus que nous allons mener avec eux pour avoir des moyens solides pour faire face aux catastrophes, non seulement au Rwanda, mais aussi en Afrique et ailleurs. Ce projet est déjà fonctionnel dans 17 pays. Depuis ce lundi jusqu'au 23 de ce mois, la branche rwandaise de l'Organisation mondiale de la santé discute de ce projet avec différents organes étatiques, des partenaires, différentes organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile. Depuis une semaine jusqu'à ce lundi 19 septembre, un colloque international sur l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, intitulé « Savoir, sources et ressources sur le génocide perpétué contre les Tutsis ». Et puis donc sur le modèle du colloque international 100 ans de recherche sur les génocides des Arméniens en mars 2015, il a été donc décidé la tenue de ce colloque, savoir sources et ressources sur les génocides perpétrés contre les Tutsis. Ce week-end s'est tenue au Centre culturel francophone du Rwanda une rencontre de réflexion intitulée « Face au génocide, la parole est forte, mémoire, histoire et justice ». Plusieurs sujets ont été débattus, notamment en rapport avec la question des mémoires présentes, de l'histoire retrouvée, mais aussi du combat pour la justice. La justice qu'on veut est difficilement atteignable. Pourquoi? Parce que c'est un idéal. Mais il faut qu'en revanche, augmenter les activités. Par exemple, les procureurs doivent poursuivre en justice les auteurs du génocide. Ils doivent chercher plus d'informations, ils doivent collecter plus de témoignages. Et l'histoire nous y aide. Et aussi le processus de justice. Et nous discutions sur ce qui a déjà été réalisé en cette matière-là. Et nous avons réalisé que beaucoup a été atteint, surtout avec la manière dont l'État du Rwanda a mis en place les juridictions Gacaca depuis 2002, la phase pilote, et puis depuis 2005 dans tout le pays. Avec Ikusanyamakuru, la collègue de l'information sur la manière dont le génocide a été préparé et exécuté, et la manière dont les procès ont eu lieu depuis 2006 jusqu'à 2012 dans tout le pays, et comment dans certaines préfectures, comme par exemple l'ex-préfecture de Butare, comment les procès ont continué. Alors, on a remarqué que même si beaucoup a été réalisé en matière de justice, on a remarqué qu'il y a encore beaucoup d'auteurs du génocide qui ne sont pas encore mis sur la barre du procès. Et cela, c'est une tâche qui nous attend encore, à la fois le Rwanda et les pays où les génocidaires se trouvent.
Ce professeur d'université souligne aussi l'importance de tels échanges alors que le pays unit ses efforts pour construire un pays nouveau. Ce colloque international a l'importance de réunir les chercheurs qui travaillent sur l'histoire, sur la justice et sur la psychologie concernant le génocide commis contre les Tutsis. Et ça nous a permis de comprendre le progrès réalisé dans la recherche. Ça, c'est la première importance. La deuxième, c'est que il y a les actes de ces colloques qui vont être publiés bientôt. Et cela nous permettra de faire connaître nos travaux ailleurs. Et le troisième avantage consiste à combattre le négationnisme. Plus nous multiplions les recherches, plus nous montrons comment le génocide a été opéré et comment il a été stoppé par le FPR, et plus les négationnistes vont manquer d'arguments. C'est ça l'importance de ce colloque. Les participants à ces colloques ont également rappelé que la lutte contre les négationnismes du génocide doit engager tout un chacun, car les négationnismes constituent la dernière étape du génocide. Donc les négationnistes, ça fait mal, parfois mal quand même, parce qu'il nie ce que nous avons vécu. Et quand on va dans les procès qu'on raconte, et que quelqu'un vous défie, vous contrarie, vous contredise, ça fait très mal de voir ces peuples qui sont là, qui sont protégés par les sociétés, nos sociétés africaines, nos sociétés européennes, toute cette communauté internationale qui nous a abandonnés le 11 avril. Maintenant, on nous demande qu'au moins on puisse nous aider à lutter contre ces négationnistes, parce que ce serait la meilleure façon de faire la réparation qu'on n'a jamais eue, qu'on n'a jamais demandé, parce que on demande à qui. Et donc, ça nous fait mal aussi. Et aussi, cette justice qui va très lentement, on connaît où se trouvent nos bourreaux, et ils continuent à y travailler. Et nous, on a des infirmes comme ces femmes violées qui sont sur les collines, elles sont malades, contaminés. Et donc, c'est tout ça que je voulais vous partager. Et la dernière chose, c'est pour vous dire que nous sommes debout. Nous sommes debout parce que nous devons l'être pour mon mari que vous venez de voir ici. Il a été debout même pendant les périodes les plus cruelles. On a eu des problèmes. C'est grâce à la lettre qu'il a écrite pour demander une enquête sur le génocide des Bagogwe que Jean Carbonel vient de raconter. C'était la force de sa famille. Et quand j'étais au procès à Paris, devant Simbikangwa, je racontais ça. Il a dit non, la force commune, il y avait seulement 2 bébés. Donc, vous voyez, on défie même les témoignages, on vous contredit, on vous bouscule. Donc, tout ça, ça fait mal, mais je vous promets, on est debout, on est des résistants, on a de la résilience. À cause parce qu'on a été sauvé par les Imotani, mais c'est le président de la République qui a organisé à ce qu'on puisse nous sauver. Donc nous tous, nous sommes des échantillons des rescapés sauvés par le FPR, sauvés par les Imotani. Et donc notre devoir, c'est de participer et de contribuer à la reconstruction de notre pays en paix. Donc, parce que c'est nous les rescapés, eux, ce sont eux qui ont besoin de paix. Ce sont eux qui ont besoin qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus des enfants qui meurent, qu'il n'y ait plus de viol. Donc c'est nous qui portons ça ensemble. Et merci de nous porter, parce que c'est difficile de nous supporter aussi. Merci beaucoup. Écoute, c'est extra important qu'un tel dialogue continue d'avoir lieu, surtout avec des participants de différents pays, en tout cas qui ont été impliqués dans ces massacres. C'est aussi important pour voir qu'il y a un travail de justice qui continue,
d'avoir lieu. J'ai apprécié le plus aussi, c'est de voir que parmi les participants, intervenants, nous avons des jeunes qui sont nés après le génocide et qui eux aussi reprennent le flambeau pour continuer à lutter contre le négationnisme et aussi à militer que la justice soit faite. La première session s'est tenue au Rwanda, c'est-à-dire entre Kigali et Huye, alors que la prochaine séance aura lieu en France, à Paris, en septembre 2023. Autre chose dans l'actualité, l'Office rwandais des produits alimentaires et pharmaceutiques a interdit la distribution et la consommation de la brocalène pour enfants et pour adultes parce que certains produits qui le composent entraînent des effets indésirables, notamment lorsque celui qui la consomme est entraîné ou à l'aide de ces minéraux utilisé donc l'amnésie. Suivez ce reportage. La broncalène est préconisée pour calmer les toux sèches et les taux d'irritation, en particulier en prédominance nocturne de l'adulte. Elle était vendue au Rwanda sans ordonnance médicale. Le communiqué interdisant la commercialisation de la broncalène a été publié le 16 de ce mois. Certains agents des pharmacies dans la ville de Kigali indiquent que dès la publication de ce communiqué, ils ont directement retiré ce médicament des rayons d'étalage. Nous, en tant qu'agents dans des pharmacies, lorsqu'un communiqué comme celui-ci est publié, nous disons aux patients que ce médicament n'est plus utilisé et nous le retirons du stock pour qu'il soit amené là où il doit être. On nous a dit de la retourner à l'entreprise qui nous l'a vendue pour qu'elle nous rembourse l'argent dépensé. Lorsque le médicament est encore là et qu'un patient se présente pour l'acheter, nous lui disons qu'il n'est plus au marché. L'Office rwandais des produits alimentaires et pharmaceutiques, FDA, indique que l'interdiction de la commercialisation de ce médicament résulte des conclusions de la recherche que l'entreprise pharmaceutique française qui le fabrique a publié et qui révèle qu'une fois consommé, il peut entraîner pour le patient des effets indésirables lorsqu'il faut qu'il soit opéré sous anesthésie. Ce que nous demandons aux médecins, comme vous l'avez constaté dans le communiqué, c'est qu'ils puissent y jouer un rôle concret et qu'ils posent la question à cette personne parce que les conclusions de la recherche sur lesquelles on s'est appuyé pour interdire la broncalène en France montrent que lorsqu'on l'utilise pendant moins de 2 semaines et qu'on est traité à l'aide de l'anesthésie, il y a des effets indésirables comme la réaction anaphylactique. Ce que nous demandons donc, c'est que son utilisation soit arrêtée et je rassure les gens quand ces effets peuvent survenir. Dans son communiqué, l'Office rwandais des produits alimentaires et pharmaceutiques demande aux importateurs des médicaments, aux pharmacies et aux hôpitaux d'arrêter la distribution et la commercialisation de la broncalène, mais plutôt la retourner où elle a été achetée. L'Office rwandais des produits alimentaires et pharmaceutiques indique en outre que la phase suivante va consister à l'inspection pour s'assurer que ce médicament n'est plus utilisé et demande à ceux qui l'ont importé à lui transmettre un rapport exhaustif dans un délai de 15 jours à compter depuis le 16 septembre. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi à notre compagnie.